Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agriculture Télévision. C'est l'heure de votre journal. Tout de suite, le sommaire. Filière palmier à huile, la relance est sur les bons rails. Le Minepad et l'Unexpalm viennent de signer un accord de 3,6 milliards de francs CFA destiné aux acteurs de ce secteur. Des ovoproduits, nous en parlerons dans cette édition. Une autre façon de présenter les fruits que dans la coquille qui commence à éveiller le génie camerounais en matière de transformation agroalimentaire des œufs, justement. Et puis le cacao est la culture de rente la plus produite au Cameroun. Seulement, celui en provenance des localités de Tonga et de Baleng a quelque chose en plus. Dans cette édition, nous irons voir ce que c'est. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la fertilisation de la palmeraie villageoise, une convention a été signée entre le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et l'Unexpalm, l'Union des exploitants d'huile de palme au Cameroun. Objectif, mettre à disposition des exploitants des palmeraies villageoises des engrais à faible coût et ainsi doper leur rendement à l'hectare. Kwam Simo et Daniel Normis. 3,6 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention signée ce 14 février entre le ministère de l'Économie et l'Union des exploitants de palmiers à huile du Cameroun. Cette convention s'inscrit dans le sillage du programme d'appui à la fertilisation de la palmeraie villageoise. Échelonné sur 8 années, le dit programme constitue un appoint du gouvernement sous forme d'engrais subventionnés. Selon le ministre de l'Économie, Louis-Paul Motazeux, il permettra de réduire de 25% le coût des engrais et de constituer un fonds de pérennisation sur plusieurs années. Ce fonds, d'après les termes de la convention bipartite, sera approvisionné par les recettes issues de la cession des engrais aux bénéficiaires à prix réduit. Au terme de la troisième année, il devra être doté de 2,3 milliards de francs CFA qui permettront à l'Unexpalm de prendre le relais des subventions quand l'appui de l'État prendra fin. Dans le détail, le programme prévoit que l'État acquiert 9 000 tonnes d'engrais sur une période de 3 ans, à raison de 2 000 tonnes la première année, 3 000 tonnes la deuxième et 4 000 tonnes la troisième année. Le but ultime de cette convention du gouvernement, c'est de doper le rendement à l'hectare de la palmeraie villageoise, citée comme le ventre mou de la production nationale. Une production nationale qui est de 260 000 tonnes par an, pour un déficit de 100 000 tonnes par rapport à la demande. Le programme d'appui à la fertilisation de la palmeraie villageoise permet aussi d'éloigner le spectre des importations. Souvenez-vous, en 2015, le ministère des Finances, à la requête du ministère du Commerce et du Comité de régulation des oléagineux, avait autorisé l'importation de l'huile de palme et de ses dérivés. Au total, 47 000 tonnes d'huile de palme avaient été importées, ainsi que 8 000 tonnes de stéarine et 5 000 tonnes d'huile de palmiste. Pour rappel, les plantations villageoises contribuent à hauteur de 40% dans la production nationale, contre 60% pour les plantations industrielles. Ce qui suit est une astuce que nous vous suggérons ce soir pour une conservation de cette viande de porc que très peu de gourmets boudent. Une astuce qui se résume aux atouts que vous propose la charcuterie qui est entrée dans les usages alimentaires. Arnaud Basileking et André Marimbida, dans ce reportage, vous font découvrir la solution qui épargne la viande de porc du pourrissement. Regardez plutôt. La ménagère qui a acheté cette tête de cochon pour épicer un après 14 février ne nous a pas dissimulé son angoisse. La place dans son frigo est rare. Et même si vous l'aviez offert tous ces gigots de porc, c'est avec une désolation crispée qu'elle vous aurait répondu « non merci ». Pourtant, le beau regard a un avenir plus glorieux sur votre table quand vous pouvez définir le terme charcuterie. Vous l'avez compris, il n'y a pas que le condré ou le bouillon de porc qui vous attend au retour du footing du matin. Grâce à la charcuterie, vous avez ça, par exemple. Contrairement à vous, ceux qui en sont habitués, comme nous, n'ignorent pas qu'il s'agit du saucisson. Plus délicieux que ça, et nous devenons tous végétariens. Hier encore, beaucoup ont promis un lendemain chargé d'amour sincère et de fidélité réciproque en ayant une tranche de ce délice dans la bouche. Allez donc savoir si Cupidon lui-même est friand de saucisses.
Ce que la charcuterie vous suggère également, c'est ça aussi. Nous vous le concédons, à vue d'œil, ça fait un peu macabo rassis. Ceux qui écument les nuits pimentées de Yaoundé savent pourtant qu'il s'agit des andouilles, une charcuterie composée de la ventrée complète de porc, 40% de chaudin, 43% de menu et 17% de tripes. Toujours dans la cuisine des charcutiers, il y a ceci de plus, le boudin de porc. Ceux qui s'y aventurent souvent nous ont confessé que c'est un scandale des fourneaux dont la succulence est encore rare dans les marmites subsahariennes. Mis dans les boyaux, il se consomme chaud ou froid. Ayez toujours quelques centilitres de bière pour que l'ingestion vous soit convenable. Comment concilier les indécrottables de la cause végétarienne et les mordus du jambon? La réponse, la voici. Un pâté est un mélange enchanteur et finement haché de morceaux de viande, d'herbes, d'épices et de bien d'autres ingrédients. C'est cette gâterie qui a souvent causé l'effondrement des gamins dans les supérettes. Last but not the least, les rillettes. Sous ce ciel, elles sont un peu impopulaires. Trop de graisse s'y trouverait, ce qui en fait l'ennemi numéro 1 des femmes d'ici. 7000 hectares de rizières supplémentaires en 2018. C'est l'ambition de l'autorité de développement de la Haute-Vallée du Noun. Cette institution publique veut mettre à profit une dotation de 890 millions reçue du gouvernement camerounais en 2017 pour booster les volumes de production de riz dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Reportage, Kwam Simo et Daniel Normis. 100 milliards de francs CFA, c'est la facture annuelle des importations de riz au Cameroun, selon le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. En cause, un déficit de plus de 100 000 tonnes par rapport à la demande intérieure qui est de 300 000 tonnes. Les terres arables, c'est pourtant ce qui manque le moins, et le gouvernement ne reste pas les bras croisés face à cette hémorragie de devises. Pour tenter de garder tout ou partie de ces 100 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État, le ministère de l'Économie a validé un programme national de développement et d'extension de la riziculture. C'est dans cette veine que s'inscrit la dotation de 890 millions de francs CFA, octroyée en 2017 à l'autorité de développement de la Haute-Vallée du Noun. Selon Francis Faunailly, son directeur des exploitations et des constructions, ce financement permettra à l'institution publique de développer 7000 hectares de rizières supplémentaires en 2018 dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Le jalon incontournable qui devra être posé, c'est celui de la rénovation des moyens mécaniques qui sont, avec l'enclavement des bassins de production et la cherté des intrants, les goulots qui étranglent la production rizicole au Cameroun. Les 7000 nouveaux hectares permettront aux 14 000 producteurs encadrés par l'autorité de développement de la Haute-Vallée du Noun d'atteindre un volume de production dépassant les 1400 tonnes en 2017. Pour faciliter l'utilisation des œufs, la filière les offre sous forme d'ovoproduits, produits, c'est-à-dire dans des représentations d'autres que l'œuf en coquille. Ces produits 100% naturels sont largement utilisés dans l'industrie agroalimentaire et la restauration hors domicile, notamment pour des raisons de praticité, d'hygiène et de coût. Les entreprises du domaine répondent là à un véritable problème, celui de la manipulation des œufs, un produit alimentaire très délicat. Reportage. Les œufs et les ovoproduits constituent de grands incontournables dans la création culinaire. Que l'on ait besoin du jaune, du blanc, des deux combinés. À chaque besoin correspond un ovoproduit pour enrichir, lier, émulsionner les mets préparés. L'eau jaune sert de liaison pour les sauces et les émulsions. Il apporte sa belle couleur jaune vive et sert à émulsifier les matières grasses et accroître la solidité des mélanges. Ces molécules retiennent aussi les parfums. Le blanc, quant à lui, forme de petites vésicules qui retiennent l'air. On obtient alors une mousse qui se rigidifie lorsque l'on la chauffe. On distingue ici deux niveaux de transformation des ovoproduits. Ceux dits de première transformation sont simplement issus du cassage des œufs. On retrouve donc le blanc, le jaune et l'entier sous forme liquide, congelée ou en poudre.
Ces ingrédients sont majoritairement utilisés dans les industries agroalimentaires. Les autres, ceux de seconde génération, sont soit des œufs cuits, des ovoproduits formulés et cuisinés. Dans ce cas, ils sont utilisés directement par les consommateurs ou par les professionnels de la restauration hors domicile. Pour les professionnels de l'industrie agroalimentaire et de la restauration, l'intérêt des ovoproduits est évident à plus d'un titre, avec des réels avantages tels que la qualité constante, la sécurité et le gain de temps, la disponibilité permanente de toutes les catégories, l'hygiène et la naturalité, un nouveau produit étant avant tout issu d'un œuf. La fabrication des ovoproduits suit des processus stricts garantissant une qualité optimale à ces produits naturels. Pour se transformer en ovoproduits, les œufs coquilles passent par différentes étapes. Ils sont cassés, clarifiés, filtrés, homogénéisés, pasteurisés et refroidis à plus 3 degrés Celsius. Ces ovoproduits peuvent être liquides, séchés, congelés, élaborés ou cuits. Tous présentent des spécificités attendues soit par l'industrie agroalimentaire, soit par la restauration hors domicile. En agroalimentaire comme en restauration, il n'y a que des avantages à utiliser des ovoproduits. Il suffit seulement de se conformer au respect des températures, de respecter les modalités de stockage et d'utilisation des contenants et de se conformer à des règles d'hygiène précises selon les types de vos produits. Plutôt donc que de laisser la qualité de vos œufs se détériorer, voilà une panacée qui vous permettra d'en tirer le maximum. Quel est le sort que vous, agriculteurs, réservez à vos déchets alimentaires? Si c'est promptement que vous évoquerez la poubelle, sachez ce soir que vous aurez pu faire mieux que ça avec ce qui reste du cabossage d'hier. Dans ce reportage d'Anno Basileking et d'André Marimbida, vous découvrirez que ce que vous expédiez insouciamment dans le dépotoir d'à côté peut aussi vous servir d'engrais. Regardez plutôt. Nous comprenons très bien votre scepticisme quand une voix vous murmure que c'est dans ce dépotoir géant que vous pouvez puiser l'engrais nécessaire pour stimuler la productivité d'une bananeraie. Un apriorisme tenace vous interdirait également d'espérer que c'est au fond de ce bac à ordures que se dissimulent des minerais qui sauveront vos cultures de l'infertilité de leur sol. Et pourtant, il y a par exemple le compost, dont on ne parle pas beaucoup. Grâce à ce qui est resté du manioc, du macabo et des patates de la veille, il existe une technique qui revitalise la rentabilité dans les champs. Composter, c'est notamment utiliser les déchets verts du jardin, du verger ou de la maison en les amassant en tas pour qu'ils se décomposent. Sachez donc ce soir que ces épluchures d'igname dont vous vous séparez tous les soirs valent mieux que le bac à ordures dans lequel vous les larguez le lendemain. Toujours dans votre poubelle, vous croiserez ces morceaux de banane plantain que vous avez boudés à table, mais qui servent autant dans un plat de poulet que pour fertiliser le sol. Dans les bananeraies, l'on révèle que c'est un fertilisant dont l'excellence est unanimement saluée. Après récolte, il est nécessaire de laisser les faux troncs sur le terrain après la récolte. L'autre transformation, c'est celle qui aboutit au charbon. Pour que l'on y arrive, il a fallu s'encombrer des épis de maïs, résidus de canne à sucre et de pulpe de café. Dans le jargon des écologistes, il s'agit du charbon bio. Un séchage à 105 degrés Celsius, ensuite une carbonisation dans un four. Il est 2 fois moins polluant que le charbon classique et la modicité de ses prix est ce qui séduit les ménages le plus. Avec 1 kilo de charbon, c'est 3 à 5 repas que vous assurerez. L'amour vécu en une journée. Le 14 février est en effet considéré comme la fête des amoureux. Déclarations d'amour, cadeaux en toutes sortes font partie du décor qui se plante, autour surtout des fleurs que l'on offre allègrement à l'être aimé. Les fleurs justement, donc le volume des ventes n'a particulièrement pas augmenté cette année. Ceci à cause d'un autre événement venu comme masquer le premier. Reportage à Nicolas Abesolo et Sidonie Mienga.
Deux événements mondiaux ont coïncidé ce mercredi 14 février 2018. La Saint-Valentin et le Carême. Le Carême, qui est une période de préparation de jeûne et de prière de 40 jours, a fragilisé la mouvance de la fête des amoureux. La demande en fleurs a connu une baisse spectaculaire contrairement aux années antérieures. C'était pas vraiment fameux. On s'est quand même battu. Le prix a plutôt baissé. Parce que d'habitude, on vend la rose quasiment 2000, 2500, 3000. Bon, hier, on vendait la rose au prix normal, 1000 francs, 1500. Donc, on jonglait seulement. Au-delà de cette échéance, certains l'ont célébré avec faste. Des couples se sont échangés des cadeaux, des paroles douces ainsi que des roses comme preuve d'amour. Les fleurs qui sont sollicitées pendant la Saint-Valentin sont les roses et surtout les roses rouges parce que ça symbolise l'amour. Le marché des fleurs de la ville de Yaoundé n'en demeure pas moins un lieu en approvisionnement privilégié. La Saint-Valentin n'est pas pour ces fleuristes la seule période d'écoulement. Et en dehors de la Saint-Valentin, nous avons des périodes après le carême. Parce que quand nous entrons en carême, il n'y a plus de décoration d'église, il n'y a plus de mariage à l'église. Ça fait que une fois, nous ne pouvons plus avoir la même clientèle qu'avant le carême. Cet espace commercial est inondé de fleurs de toutes variétés et de toutes tailles. Elles servent aussi de décoration des maisons, des églises, des salles de cérémonies, sans oublier des tombes. Le Cameroun est un pays producteur de cacao. Avec environ 5% de la production mondiale, le pays occupe la 5e place dans la cacaoculture sur la scène internationale. Particulièrement, deux localités camerounaises sont réputées pour la qualité de leur production cacaoyère, Tonga et Baleng, donc la renommée dans la cacaoculture a traversé les époques. Reportage. Les localités de Tonga et de Baleng ont aujourd'hui les terres parmi les plus fertiles de la région de l'Ouest et partant du Cameroun. Avec un sol, un climat, une végétation et une hydrologie propice à plusieurs activités agricoles. Cette activité ici est intense et les principales cultures de rente sont le cacao, le café, le palmier à huile et la banane plantain. Parlant justement du cacao, ces méthodes de culture sont restées artisanales. Les plantations, bien que vieillissantes, reçoivent une attention particulière de la part des agriculteurs. Les pesticides et autres produits phytosanitaires sont choisis avec soin et la tendance est de plus en plus à ceux qui sont estampillés bio. Ce qui fait la qualité de ce cacao qui sûrement recevra son indication géographique selon les volontés combinées du gouvernement camerounais et de l'OAPI, ce sont les manipulations post-récolte. Le cabossage et la fermentation sont faits de manière artisanale. 5 jours pour une fermentation optimale et un séchage d'au moins une semaine, voilà le cacao de Tonga et de Baleng prêt pour le marché international. Ici, les reproches de senteurs de fumée, d'odeurs de goudron, qui sont faits à l'endroit de certaines fèves venues d'autres régions du Cameroun, du fait de la mauvaise manipulation, n'ont pas pignon sur rue. Les agriculteurs d'ici sont jaloux de la qualité de leur cacao et ils font tout pour la maintenir. Les résultats de toute cette minutie dans le travail sont visibles. Les fèves produites à Tonga et à Baleng sont très demandées. Selon l'interprofession cacao-café, certaines entreprises étrangères ont récemment voulu signer des accords avec les producteurs de ces deux localités pour l'achat de la production totale de cacao, une exclusivité qui leur a été refusée. En outre, la production cacaoyère de ces zones est en nette progression. De 200 tonnes en 2014, ces localités ont atteint une production chiffrée de 500 tonnes de cacao en 2017. Une production tant dans la qualité que dans la quantité. Principale localité cacaoyère de la région de l'Ouest, elles produisent avec beaucoup de bonheur d'autres cultures qui font le bien du Cameroun tout entier. De manière remarquable, Tonga et Baleng ont écrit leur nom en lettres d'or dans le listing des labels vendeurs au Cameroun. Il est donc normal que l'un des produits majeurs de ce riche terroir gagne un peu plus en notoriété. Et ça, c'est le but de la labellisation du cacao provenant de ces deux riches localités. Le cacao de Tonga et de Baleng, un produit qui fait véritablement la fierté de notre pays.
Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur Agri TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui l'ont élaboré. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.